Il y a des personnes qui, par leur présence, rappellent qu'il est possible de dire non aux injustices et de tracer son propre chemin. Maboula Soumaoro en fait partie. Elle est maître de conférences, docteur, intellectuelle, mais au-delà des titres, elle est cette voix libre qui refuse les cases, qui déjoue les clichés et qui partout dans ses livres, à l'université, en conférence ou à la télévision, affirme avec force et élégance que nos histoires méritent d'être entendues. Maboula Soumaoro, c'est l'incarnation de l'affirmation de soi, la terreur des racistes et l'inspiration de toutes celles et ceux qui rêvent d'un monde plus juste. Aujourd'hui, on est fiers, honorés et surtout heureux de la recevoir parmi nous. Maboula, bienvenue dans Au cœur des choses. Salut Maboula, bienvenue dans Au cœur des choses. Salut Samy, salut Kaina. Merci beaucoup pour cette introduction. Mais de rien. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle enfance as-tu eue et dans quel contexte as-tu vécu ? Alors, on va directement au cœur des choses. L'enfance, c'est la base. Et je t'avoue que j'y pense beaucoup les années passant. Tu vois, avec je vais pas dire la vieillesse, mais le temps passe, les années passent. Et dernièrement, je m'interroge beaucoup sur mon enfance. En fait, c'est peut-être une sorte de nostalgie ou c'est peut-être une sorte de bilan que je tire. Et je repense beaucoup à cette période-là. Donc moi, j'ai grandi au Kremlin-Bicêtre, dans la banlieue sud parisienne. J'ai grandi dans une petite cité qui n'est pas la pire des cités du Kremlin-Bicêtre, mais une cité HLM. J'y ai grandi dans les années 80 principalement. Je suis issue d'une famille d'immigrés. Mes parents viennent de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus en France dans les années 60. Et j'ai une grande fratrie, on est 7 frères et sœurs. Et donc j'ai grandi dans cet appartement avec une mère seule. Mon père était en Côte d'Ivoire, avec beaucoup de cousins, cousines, oncles et tantes. On était très nombreux à la maison. J'ai grandi très très pauvre. Ma mère a toujours gagné le SMIC. C'est-à-dire que je me souviens que quand est arrivé l'âge de la retraite et qu'on faisait les papiers parce que voilà, pour compter les points, ce qu'elle devait gagner. Un moment, elle a eu cette remarque, elle a dit vous avez vu, je n'aurais jamais atteint 6 000 francs. À l'époque, c'était des francs, tu vois. Donc 6 000 francs, ça fait même pas 1 000 euros. Enfin, le SMIC aujourd'hui, c'est 900-800. En net ? Ouais, à peu près. Voilà, donc elle nous a dit, j'ai même pas atteint les 6 000 francs. C'était 5 000 et quelques, enfin voilà, près de 6 000, mais pas 6 000. Donc juste pour te donner une idée de la situation socio-économique de ma famille. Donc elle, avec son salaire seule, elle s'occupait de nous, et les enfants et la famille qui habitait avec nous. Donc moi, j'ai grandi vraiment avec beaucoup de privations. Et on n'avait rien. On était pris en charge par la caisse d'allocation familiale, par la DAS pour les vacances. Donc la DAS, c'est une sorte d'agence qui s'occupe de la protection de l'enfance et qui peut donner, par exemple, des bons vacances. Pour aller en vacances, on est envoyé par la DAS, que ce soit dans des maisons familiales ou on était placé chez des familles. Donc dans les maisons familiales, on partait avec notre mère et dans les familles, on partait sans notre mère et on était de là. Mais c'était des bons souvenirs, les vacances. Et maintenant, par exemple, une des questions que je me pose, c'est pourquoi et comment ma mère a-t-elle fait pour s'acharner à nous, à partir en vacances quand même. Dans notre communauté, nous on est Djoula, de la Côte d'Ivoire. J'avais d'autres cousins et cousines qui étaient sur Paris. Ma mère, elle passait un peu pour... je vais pas dire l'excentrique parce que c'était pas le mot. Elle faisait partie des gens qui étaient en France depuis très longtemps. Elle était très respectée, très consultée. Mais les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, ils pensaient un peu que comme si elle perdait son temps à nous emmener en vacances. On n'avait pas d'argent. On pouvait laisser les enfants l'été à Paris, tu vois, ou essayer d'économiser pour de temps en temps aller en Côte d'Ivoire. Mais ma mère, elle nous emmenait. Et c'était tout un... Maintenant, je trouve ça fou de voyager seule avec 7 enfants, chacun avec sa petite valise ou son petit sac. Moi, je fais partie des petites, tu vois, de ma fratrie. Donc, j'avais mon sac en plastique ou un petit quelque chose. Et je me dis comme ça, se promener 8 par 8, prendre des trains, faire des correspondances, évidemment, prendre les trains les moins chers. Donc, c'est jamais les trajets les plus directs.
Mais on faisait ça, elle faisait ça. Et après, on s'amusait bien. Et elle-même, tu lui parlerais aujourd'hui, elle connaît bien la France. Elle va te dire, ah, le Nord, c'était comme ça. Oh, telle autre partie, c'était comme ça. Là, on a été à la mer. Là, on a été voir visiter des châteaux. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle nous emmenait en vacances ou pourquoi on a fait tant de sorties culturelles, elle dit, j'ai toujours pensé que ça allait vous aider pour l'école. Tu vois? Et un autre exemple, je sais pas pourquoi dans mon école primaire, quand tu travaillais bien, tu sais, c'était à l'époque où c'était le directeur en personne. Alors quand t'es petite, le directeur, c'est comme le président de la République, tu vois, c'est une grande figure d'autorité. Et c'est lui qui venait distribuer les livrets scolaires à chaque semestre, à chaque trimestre. Et je crois que quand t'étais dans les 5 premiers, c'était l'époque où il y avait aussi des tableaux d'honneur et des billets de satisfaction. Donc, tableau d'honneur, c'est le plus. Billet de satisfaction, c'est pas mal. Après, t'avais des images. Après, t'étais dans le ghetto. Et donc, quand tu faisais partie des 5 premiers, je sais pas pourquoi, il y avait des bons de bateau-mouche. Tu connais les bateaux-mouches? Oui. Ouais. Donc, une invitation pour un bateau-mouche. Et donc, nous, on travaillait plutôt bien à l'école. Et on avait tous notre billet de bateau-mouche. Et donc, ma mère, elle récupérait tous les bateaux-mouches. Elle s'achetait son billet et elle nous emmenait au bateau-mouche. Donc, je me souviens très bien j'y suis allée, je pense, plusieurs fois au bateau-mouche, avec le pont Neuf, enfin, tu vois, donc voilà. Je sais pas pourquoi je me suis embarquée dans tout ça, mais en tout cas, j'ai grandi pauvre. Et j'ai grandi aussi dans la joie. Il y avait plein de problèmes à la maison liés à la situation financière. Mais on s'entendait bien comme frères et sœurs. Et moi, je suis la 6e sur 7. Donc, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de frères et sœurs au-dessus de moi qui m'ont appris des choses. Je me souviens d'une de mes sœurs qui m'emmenait à la bibliothèque. Quand j'étais petite, on avait des cartes de bibliothèque et c'est un endroit où j'allais souvent. On perdait tout le temps les livres, il y avait trop de monde chez nous. On les ramenait jamais à l'heure. Après, on faisait comme si on avait perdu les cartes de bibliothèque pour qu'ils nous en fassent de nouvelles parce qu'on n'avait pas rendu les livres. Mais les bibliothécaires nous laissaient. Et je me souviens, par exemple, j'ai ce souvenir précis d'une de mes grandes sœurs qui m'apprend à lire à la bibliothèque, qui commence à m'emmener avec elle et me dire je vais prendre des livres pour toi. Et puis après, je nous revois toutes les deux et elle me dit de regarder. Puis et j'essaye de lire, mais je fonctionne au souvenir. Et à chaque fois, elle me dit tu ne lis pas, tu te souviens, mais tu ne lis pas. Et voilà, c'est un livre avec des animaux et tout ça. Puis petit à petit, donc j'ai été choyée quand même par mes grands frères et sœurs et guidée. Ma mère n'a pas été à l'école. Mais elle a appris à lire. Mon père lui a appris à lire. Ça aussi, je trouve ça incroyable. Ouais, mon père lui a appris à lire. Et elle dit que plus tard, quand à un moment, elle a dû faire une formation, parce qu'elle était au chômage, elle a dû faire une formation. Et elle dit que c'est les grands qui lui ont appris à faire des opérations ou à lire mieux. Et que donc, ses enfants lui ont appris à lire aussi. Voilà ce que je peux raconter. Sinon, j'avais plein d'amis. Je fêtais mon anniversaire, j'adorais ça. Ma mère faisait toujours l'effort pour l'anniversaire. Je faisais des booms à la maison. Après, plus tard, des soirées. La maison était très ouverte. On avait toujours le droit d'inviter des gens. De toute façon, il y avait déjà beaucoup de gens. C'était un lieu assez public. Et ouais, on jouait en famille. On faisait des jeux de société ensemble. On jouait au Monopoly. On jouait au Trivial Poursuite. On jouait à un jeu que tu peux pas connaître, Samy, je sais pas si tu te souviens. Il y avait un jeu à l'époque c'était FR3, c'est France 3 aujourd'hui. Non, pas nouveau. Ça s'appelait le Dico. Et c'était un jeu, c'était même pas fun. Je sais pas pourquoi on faisait ça. Tu jouais avec les touches du téléphone? Même pas, non, c'était même pas si technologique. C'était avec Maître Capello. Et en fait, c'était un dictionnaire. Et le maître Capello, je sais pas si c'est un linguiste ou je sais pas, il est mort depuis, mais tu sais, une figure très austère avec des lunettes. Lui je me souviens. Ouais, tu vois. Ouais. Et il avait son dictionnaire, ça s'appelait Dico. Et il lisait, par exemple, il disait définition, sentiment exaltant qui pousse à la. Et il fallait trouver le mot amour. Okay. Enfin, tu vois. Et donc nous on avait des dicos et des dicos des fois déchirés et tout ça. Et à la maison on jouait au dico. Je sais pas pourquoi, parce que c'était pas spécialement drôle comme jeu, mais on le faisait. Et je me souviens du dico qu'on avait, à l'intérieur duquel c'était un Larousse. Il y avait des pages, donc les pages étaient blanches, mais il y avait une sorte de feuillet à l'intérieur du dico avec des feuilles roses. Et les feuilles roses, c'était les proverbes. Et je me souviens d'avoir appris plein de proverbes
comme ça, la pomme qui ne tombe pas loin de l'arbre, bon chien chasse de race, enfin, tu vois. Et donc on faisait ça, mais on faisait beaucoup de choses ensemble. On chantait ensemble, on dansait ensemble, et voilà. Et sinon j'avais des amis, plein de copains, de copines et tout ça. J'étais plutôt joyeuse, ouais, quand j'étais petite. Voilà mon enfance, Kaina. Waouh. Au tout début de ta réponse, Ouais. t'as dit que tu vivais dans une cité HLM. Ouais. Oui, mais c'est quoi? Ah, une HLM? cité HLM, ça veut dire cité, non, c'est logement, Loyer modéré, habitation à loyer modéré. C'est en fait un endroit pour les pauvres. C'est un endroit pour les gens qui ne gagnent pas beaucoup, les foyers où il n'y a pas beaucoup d'argent. Et donc voilà, tu peux avoir donc qui sont gérés soit par la mairie, soit par le département ou peut-être même par l'État. Mais on sait que dans ces endroits-là, même si tout le monde n'est pas au même niveau, mais c'est plutôt des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Voilà, c'était pas un logement privé. Et donc des cités HLM, il y en a partout en France aujourd'hui encore. D'accord. Merci. Comment décrirais-tu la petite fille que tu étais? Je pense que j'étais très entourée. J'étais plutôt d'humeur joyeuse. Oui, j'avais donc mes frères et sœurs, ma mère, des cousins, des cousines, des amis. Plutôt volontaire, plutôt dynamique. Je faisais beaucoup de sport, des sports collectifs aussi. Et j'étais, je pense, très rêveuse. J'étais très très rêveuse. C'est-à-dire que j'espérais plein de choses, je rêvais plein de choses très tôt. Par exemple, je me suis dit que j'allais partir faire mes études aux États-Unis, que j'irais à Harvard. Je ne sais pas pourquoi, je pensais ça. J'aimais bien tout le monde, j'aimais bien l'école, j'aimais bien mes profs. Ouais, j'aimais bien. Ouais, j'ai eu la chance, et je pense que c'est une chance, de bien aimer l'école. Et je pense que j'aimais bien l'école parce que c'était aussi très différent de chez moi et que c'était très exotique. À l'école, j'apprenais des choses. J'étais curieuse. Je pense que je suis très très curieuse. J'apprenais des choses. Je me souviens de la cantine où je mangeais des choses que je ne mangeais pas chez moi. Quand on partait aussi en vacances, voilà, j'aimais bien quand on partait on était placé chez des familles. On a été longtemps chez la même famille et c'était des fermiers. Et j'adorais la vie de la ferme. On nous envoyait aller récupérer les œufs qui étaient pondus par les poules. Et il fallait aller dans la paille et le foin, aller chercher des œufs. Puis il y avait le coq qui nous coursait. Et j'adorais ça. J'adorais la cuisine de cette dame que j'appelais mamie. Il y avait son mari que j'appelais papy. Ils avaient des petits-enfants, passaient l'été ensemble. Très tôt, je pense que j'ai été travailleuse aussi. Mais je pense que ça, c'est le modèle de ma mère. Et c'était aussi un modèle familial. Le travail, ça compte. Il faut travailler. Aujourd'hui, on dirait faut charbonner. T'as pas le choix. Et je comprenais aussi précisément les conditions dans lesquelles on vivait. Et moi, vraiment, je voulais autre chose dès le départ. Donc des fois, je pouvais passer un peu pour comme on dit, la précieuse de la famille. Tu sais, j'avais des manières. J'avais des manières. Je sais pas d'où elles me venaient, mais j'avais des manières et j'espérais beaucoup. Tu vois, je me disais, un jour, je n'habiterai plus là et je voyagerai. J'ai dit très tôt que j'allais faire le tour du monde. Ouais, je voulais autre chose. J'espérais. Enfin, la chose qui me tenait, c'était de savoir qu'à un moment, il y aurait d'autres perspectives. Et pour la question du travail, ça aussi, j'y ai pensé dernièrement. Je sais que vers l'âge de 11-12 ans, j'ai commencé à travailler au marché de ma ville. Complètement par hasard. Juste parce que mon frère, un de mes grands frères qui a 4 ans de plus que moi, il travaillait avec un mec qui... voilà, il l'aidait à installer son stand le matin et à remballer le soir. Et il y allait, c'était le dimanche. Et comme mon frère faisait du foot, il y allait le matin et après l'après-midi, le marché devait se finir vers 5-6 heures. Des fois, il avait des matchs de foot et donc il était pas là. Donc une première fois, il m'a dit, il s'appelait Sam, ce monsieur. Il m'a dit, va voir Sam, il est à tel endroit et tu lui dis que je suis pas là aujourd'hui, je peux pas venir, je suis désolé. Donc il m'a envoyé une fois. Une autre semaine, mon frère, pareil, me dit, va voir Sam, tu lui dis que je suis pas là. Et là, ce fameux Sam dit, toi, tu viens.
Toi, tu viens à sa place. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à le remplacer carrément. Et donc, il fallait être au marché à 7 heures et installé. Et après, le soir, revenir vers 5-6 heures pour remballer. Et des fois, Sam me disait de rester dans la journée, vendre des chaussures. Mais j'étais pas du tout une bonne vendeuse. Et il me payait 60 francs. Donc c'est quoi, un peu moins de 10 euros, mais 60 francs par dimanche. Et pour moi, c'était une fortune. Et donc très tôt, j'ai commencé à garder mon argent, avoir un compte en banque et me dire, je vais décharger ma mère et je vais m'acheter, si je veux m'acheter des bonbons, si je veux m'acheter des choses, je peux le faire moi-même. Et je sais pas pourquoi Sam, il a accepté de faire ça, parce qu'il était pas obligé. Je pense pas que je lui servais à grand chose, enfin, qu'il avait besoin de moi à mon âge, tu vois. Je pense pas avoir été efficace. Et j'ai fait ça, donc assez tôt. Je me dis, à partir de 11-12 ans, je travaillais. Puis après, comme je faisais du sport, on avait, dans mon club de sport, on avait la possibilité de passer, de prendre des formations et de passer des examens pour devenir cadre sportif. Donc moi, j'ai fait de la gym pendant longtemps. Et après, je suis devenue entraîneuse de gym, et j'avais des petites... moi, j'ai commencé à 16 ans, puis il y avait des petites qui avaient 6 ans, où il y avait la baby gym aussi, le samedi, et j'étais payée pour ça aussi. Et voilà, donc j'ai travaillé très tôt, maintenant, je me dis... mais c'était nécessaire, mais j'y trouvais... C'était pas pour moi le labeur, enfin, je faisais des choses que j'aimais aussi, mais c'était quand même nécessaire. C'est ça qui me permettait d'avoir des extras peut-être dans ma vie, m'acheter je sais pas, pour l'école, un agenda Crix, tu vois, par exemple. Ah oui. Tu vois, un agenda Crix qu'on n'avait pas les moyens de s'offrir. Donc je me dis, moi je vais avoir une petite trousse chevignon où tu vois, je me débrouillais. Puis je pense aussi que ça rendait fière ma mère, et j'étais contente de la rendre fière. Elle disait, Maboula, elle est autonome, Maboula, elle coûte pas cher. Quels souvenirs d'enfance t'ont marqué et continuent de t'accompagner aujourd'hui? Je me souviens que quand j'étais petite, j'avais très peur des adultes. Je reconnaissais vraiment l'autorité des adultes. Tu vois, ça m'a marqué, de l'autorité. Ouais, peut-être la méchanceté, aussi. Pas que l'autorité soit toujours méchante, mais j'étais très sensible aux adultes. Je pense aussi avoir compris assez tôt que la vie c'était compliqué pour les adultes. Pour moi un petit peu, mais enfin je vivais. Qu'est-ce qui m'a marqué quand j'étais petite? Je me souviens qu'on me disait tout le temps, toi, tu vas avoir du mal à trouver un mari, tu vas avoir du mal à trouver un mari. Tu peux pas te marier, tu peux pas te marier. Ou quand tu seras marié, tu pourras pas faire ci. Quand tu seras marié, tu pourras pas faire ça. Et moi, je répondais tout le temps, parce qu'on disait toujours, je suis bavarde, on me disait que j'étais bavarde. On me disait aussi que j'avais une grande bouche. Et moi, je répondais tout le temps, mais il s'agit de devenir la femme de quelqu'un, ou il s'agit de devenir la bonne de quelqu'un? Parce que j'avais l'impression que les filles, nous, il y avait vraiment un marquage très fort dans l'éducation donnée aux filles et aux garçons. Et pour moi, les garçons, ils avaient toute la liberté du monde, et les filles, elles étaient très entravées, tu vois. Jusqu'à un certain âge, on était pareil. À partir d'un certain âge, t'as plus le droit de sortir, ou de sortir aussi tard, t'as plus le droit de parler aux garçons. Nous, on est djoula, on est musulmans, tu vois. Y a des choses qui s'appliquent aux filles. C'est nous qui faisons à manger, c'est nous qui faisons le ménage, mais exclusivement. Exclusivement nous. Les garçons font pas le ménage, ils font pas à manger. J'avais juste un frère, comme il était plus jeune que ma sœur aînée, elle arrivait en tant qu'aînée à lui faire des choses. Mais c'est juste ça, c'était l'âge qui parlait. Donc ça m'a marqué, la différence entre les garçons et les filles. Je trouvais ça hyper injuste. Hyper injuste. Mais t'es mariée, là? Ah non, je suis pas mariée. Ah, d'accord. Je ne suis pas mariée, ce qui ne m'empêche pas d'avoir une vie, mais je suis pas mariée. Donc en fait, on m'a fait comprendre assez tôt que moi, j'étais pas comme dans le modèle. Tu vois, souvent, je me disais, en termes de femme ou de jeune fille djoula, j'ai pas l'impression d'être la djoula de rêve. Tu vois, pour les djoulas. Même si après, les choses, elles se sont retournées, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Il y a des choses qu'on compensait mes écarts.
Et tu suivais malgré tout les règles, même si t'étais pas Ouais. d'accord avec? Ouais, j'avais pas le choix. Je les suivais. Non, j'étais pas rebelle. Pas ouvertement. Moi, je pensais à un ailleurs à un moment donné. Il y a un moment où ça sera la freedom. Mais j'étais plutôt sage. Non, j'étais pas rebelle. Je faisais ce qu'on me disait. Je pleurais en faisant la vaisselle. Mais non, je faisais ce qu'on. Non, j'étais plutôt docile, mais je voyais ce qui se passait. Et je pense pour revenir à ta question, Kaina, que vraiment les rapports hommes-femmes, ça m'a marqué. Et aussi peut-être un truc qui m'a très tôt frappé, c'était l'hypocrisie. L'hypocrisie sociale, tu vois, ou familiale, comment t'es censé te tenir, qui tu es, quelles apparences tu te donnes. Et un tel, il fait comme s'il était comme ça, mais je l'ai vu qu'il faisait ça. Il fallait à chaque fois se cacher. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un problème, le lapsus. J'ai un rapport particulier à la vérité, et je supporte pas le mensonge. À part quand c'est les miens, évidemment. Logique. Mais ce que tu dis là par rapport au regard des autres, c'est peut-être ça aussi qui pousse les gens à mentir ou à être un peu hypocrite. Là, je parlais vraiment, par exemple, des doubles vies. Ah, Tu sais, la question de une telle, c'est une fille bien, et toi tu dis non, ouais. Un tel, il est comme ça. La respectabilité pas respectable, ça c'est quelque chose qui, je trouvais ça très 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 hypocrite. Et tu penses que ça venait d'où? Ça venait des personnes elles-mêmes ou c'est leur famille, ou c'était vis-à-vis de leur famille? Ouais, parce qu'il faut maintenir les apparences, et moi ça a fait que justement je me suis jamais cachée de rien. Enfin, tu vois, tu fais tes bêtises, tu fais tes petits trucs, mais pour moi les choses sérieuses, je sais pas, le mariage, le mode de vie, tout ça, j'ai toujours déclaré tout ce que je faisais. Tu vois, j'ai toujours tout dit. Et c'est comme ça. Bon, après, t'es adulte ou tu t'assumes, mais j'ai jamais envisagé les doubles vies, les mensonges tu donnes tu présentes un côté de toi-même, et puis après, toi, ta vie, tu sais ce qu'il y a derrière. Non, ça, et donc, je suis un peu, ouais, c'est marrant. C'est un peu, des fois, on me dit pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Mais c'est la seule façon. Bah, c'est ton fonctionnement et que tu l'assumes. Mais justement, c'est pour ça aussi qu'on t'a invité. Kaina a dit en intro que tu représentais l'affirmation de soi. Bah, on est en plein dedans. Peut-être, ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Kaina? L'affirmation de soi. De quoi? Que tu incarnes l'affirmation de soi? Ouais. Bah parce que tu t'affirmes. D'accord. Je m'affirme comment? Parce que moi aussi, je pose des questions. Oui, on va dire que tu te laisses pas faire. Tu te laisses pas mettre dans des cases. Où est-ce que t'as perçu ça? Comment? Où est-ce que t'as trouvé ça? Cette vision de moi que t'as, elle vient d'où? Qu'est-ce que t'as vu ou entendu qui te fait dire ça? Aux infos, quand tu parles aux politiques. Ouais. Tu te laisses pas faire. Ouais. Tu continues ta phrase. Quand ils te coupent, tu leur dis laissez-moi parler, j'ai pas fini. Tu te laisses pas faire. Ouais. C'est obligatoire. C'est même pas un choix, en fait, parce que justement peut-être que ça revient à ce qu'on disait au tout départ. Moi, ayant grandi pauvre, ayant grandi en voyant ma mère, tu sais, face aux institutions. Tu sais, par exemple, si t'es à la CAF, si t'as besoin des services sociaux, si t'es beaucoup dans les bureaux, tu vois, et les gens te méprisent. Et si t'es une femme, d'apparence vraiment africaine, immigrée, ma mère, elle s'habille en habit traditionnel. Ma mère, elle est voilée, pas à la façon qu'on associe à l'islam aujourd'hui, mais elle a toujours porté un foulard. Tu vois, un foulard en wax, souvent. Les gens disent, le foulard en wax des mamas africaines. Mais c'était son voile. Ma mère ne sortait jamais sans son foulard. Donc, quand on te traite d'une certaine façon. Et moi, ça, je l'ai vu. Tu vois, il y a ce mépris parce que t'es pauvre, il y a ce mépris parce que t'as besoin d'aide, d'aide auquel tu as droit, hein, de toute façon. Ma mère, elle a toujours travaillé, et quand elle travaillait pas, elle a fait des formations. Ce mépris-là, pour moi, il est inacceptable. Inacceptable. On traite pas les gens, on n'établit pas la valeur des gens sur la base de ce qu'ils sont censés représenter économiquement.
Tu vois, comme si t'es riche, t'es bien. Comme si t'es riche, t'es gentil. Et t'es une personne bien. Non, t'es riche, t'as de l'argent, t'as juste de l'argent. Tu peux être gentil, tu peux être méchant, tu peux être bon, tu peux être mauvais. Tu vois. Si t'es pauvre, c'est pareil. Nous, on était, en plus, ma mère était elle est très pieuse, très croyante, très honnête. Tu vois, par exemple, si on n'avait pas d'argent pour prendre le bus, on prenait pas le bus. Elle prenait le bus et puis elle disait vous marchez, tu vois, mais on fraudait pas. Il y a pas de t'as droit de frauder. Non, on fait les choses bien, tu vois. Ça, je l'ai toujours vu. Mais donc la réaction on va dire des institutions face à elle, ça je l'ai vu. Et peut-être que c'est quelque chose que j'ai gardé et qu'à un moment tu peux ne rien avoir, mais il te reste ta dignité. Il faut. C'est peut-être la seule rébellion, se rappeler que tu es un être humain. Et surtout, nous, on vient d'une grande famille en Côte d'Ivoire, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère. Donc, pour ce genre d'immigrés, bien sûr qu'ils arrivent en France et qu'il y a une sorte de déclassement. Quand je dis grande famille, c'est pas du tout qu'on était riche en Côte d'Ivoire. C'est que on vient d'une grande famille. Enfin, il y a une généalogie, il y a une lignée, et pour eux, ça compte. Donc, quand ils arrivent en France, bien sûr que la France va les traiter comme elle traite ces personnes-là qui se déplacent. Mais pour eux, ils vont dire, mais moi, je suis Soumoro, tu me parles pas comme ça. Je suis le fils d'eux, je suis la fille d'eux, je suis le petit-fils ou la petite-fille d'eux, je viens de là, je suis quelqu'un. Et ça, ils ont jamais oublié. Et donc, malgré toutes les humiliations que je voyais les adultes subir, il y avait aussi, pendant le week-end, des fêtes, des baptêmes, je sais pas, des enterrements, des mariages, des réunions, parce qu'il y avait aussi, ma mère était à la tête d'une association, des femmes de notre ville d'origine. Et ma mère, elle avait un grand rôle, tu vois. Comme elle était présidente de l'association, parce qu'elle était plus âgée que la plupart des femmes, il l'avait mise pour lui rendre honneur, en fait, présidente. Et à l'époque, il l'appelait Madame Mitterrand. C'était Mitterrand, puisque le président, c'était Mitterrand. Et donc, la vice-présidente, c'était un moment Chirac, ou c'était, enfin, tu vois. Et donc, je voyais que ma mère, elle était respectée dans des cercles. Et qu'elle était, dérespectée dans d'autres. Et donc ça, peut-être que je me suis dit, peut-être, qu'on n'allait pas me manquer de respect. Enfin, qu'on allait me manquer de respect. Mais que j'allais quand même avoir du répondant. Parce qu'il faut pas déconner. Il faut pas déconner. Non, il y a des choses inacceptables. Et ça, faut y croire. Parce que sinon, on t'écrase. Et comme si... En fait, quand je te parlais du fait que j'étais rêveuse, comme si moi je me disais oui, tout ce dans quoi je me trouve aujourd'hui, c'est que temporaire. On verra, il y aura d'autres choses plus tard, mais j'oublierai jamais ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Je pourrai jamais oublier. Et je sais que je viens de là. Et je sais ce qu'on fait à ce qu'on appelle les petites gens. Tu vois, les petites gens. T'es rien, tu vaux rien, on s'occupe pas de toi, il y a pas d'égard pour toi, t'es personne. Tout ce que je peux faire, c'est me rappeler que je suis quelqu'un. C'est tout. C'est déjà ça, et c'est de la résistance, en fait. Et quand tu parles des médias, mais là, bien sûr que quand tu vas à la télé, c'est un match, c'est un ring de boxe. Quand j'y vais, je sais exactement où je vais, et je sais exactement que je ne suis pas la bienvenue, et que les gens vont toujours essayer de te faire sentir inférieur, d'une certaine manière. Donc là, je sors les griffes plus que d'habitude. Je suis beaucoup plus sympa dans la vie de tous les jours. Mais avec eux, je suis pas du tout sympa. Parce qu'ils sont pas du tout sympas, et de manière indirecte. Tu vois, les gens vont rarement te dire on veut pas de vous ici, c'est pas ça. Non, c'est une manière de parler, une manière de te regarder, de la condescendance, des formulations. Enfin, tu vois. Non, ça j'accepte pas. Et c'est Non, c'est une représentation, une sorte de performance aussi que je suis prête à faire. C'est une forme de militantisme, et c'est ma seule forme de militantisme. Et juste montrer que j'ai pas peur de vous. Je ne vous respecte pas. Je vous méprise également. Le mépris, il est réciproque, tu vois. Et vous allez pas m'anéantir. C'est pas possible. Pas en public comme ça. Je connais trop ça. D'accord. Et tu sais, avant de participer à l'émission, qui seront les autres invités? Parfois, oui, la plupart du temps. Okay. La plupart du temps. Après, donc on te dit quand même, c'est toujours à la dernière minute, mais on va te dire, il y a un tel et un tel.
Mais c'est marrant parce que il y a plein de gens que je connais pas, même quand on me dit les noms, à part des grandes figures, comme c'est pas du tout un milieu ou des personnes ou des idées qui m'intéressent. Parfois, je les connais pas. L'autre, il est éditorialiste de ci, l'autre a publié ça, mais c'est un livre que je lirai jamais. L'autre jour, j'en ai un à faire parce que vous m'ennuyez. Voilà. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est que souvent dans dans la production des émissions, il y a toujours des alliés. Je les appelle les infiltrés. Et vraiment de toutes les couleurs, tu vois. Des gens qui disent, ouais, moi, je suis trop content, ou je suis trop contente de vous inviter aujourd'hui, parce que généralement, ils veulent pas de vous, enfin, voilà. Ouais, donc, ouais. Et ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils me disent toujours qui a refusé de venir, en sachant que j'étais là. Et ça, c'est un vrai kiff. Ah, ça, c'est mon plaisir perso, ça ne concerne personne n'est au courant. Ça arrive souvent? C'est arrivé plusieurs fois, où telle personne a dit, non, si elle vient, je viens pas. Et c'est des personnes qui se la racontent tellement, mais qui savent très bien qu'en débat, ça va pas se passer comme ils croient avec moi, et donc ils préfèrent prendre la fuite. Ouais, vraiment. Donc ça, c'est j'aime bien ce côté-là, que je veux bien, on discute et tout ça. Les débats, ils sont compliqués, la société, elle est compliquée, d'accord. Mais soit on débat vraiment, soit on se bat et c'est de la politique de base qui va gagner, qui va perdre. Mais la vérité, ça compte, les faits, ça compte, le respect, ça compte, tu vois. Et donc, il y a des gens qui ont l'habitude de ces plateaux-là et qui font des performances. Et me dire que des fois, avec moi, ils peuvent pas faire cette performance-là, c'est mon petit plaisir secret, hein, parce que je dirais pas qui c'est, mais moi, je les connais. Donc après, quand je les regarde... rarement des noms, même dans ton livre. Ouais, parce que c'est pas la question. Parce que ça peut être telle personne ou telle personne, ça compte pas. Ouais, eux, système. Individuellement, ils comptent pas. Il y en aura toujours, on va réinventer, on va ressortir quelqu'un ou lancer telle personne. On s'en fout. Ils représentent une certaine chose. Donc c'est pas rentrer dans des fausses polémiques individuelles. Ça m'intéresse pas, tu vois. Ça m'intéresse pas. Vraiment, c'est une perte de temps de dire que telle personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens en plus arrivent à me dire en face. En face, pas. Il y a pas longtemps, par exemple, je crois que c'était l'an dernier, j'ai fait un débat avec un mec sur un plateau télé, et il y a eu, je lui ai lancé une petite pique à un moment parce qu'il parlait d'un truc que je trouvais nul, et je lui ai dit c'était nul. Et puis j'ai vu qu'il avait eu un petit, tu vois, mais il avait rien dit. Et puis un an plus tard, il a sorti un article assez méchant sur moi, tu vois. Sur toi. Ouais, que sur moi, sur un truc, je sais plus pourquoi. C'était plus simple avec la préparation. Exactement. Je lui dis, mais en face, tu te la racontais pas. Enfin, si j'avais su qu'il y avait eu embrouille sur le plateau, on se serait embrouillé sur le plateau. Et donc, je me suis dit, parce que même quand on m'a envoyé l'article, quand j'ai vu le nom de l'auteur, ça m'a rien dit. Je me suis dit, mais c'est qui lui? Et après, quand j'ai recherché sur Google, j'ai vu sa tête, je dis, ah, c'est lui, le seum. Tu vois, j'ai la gardé le seum. C'est une satisfaction, non? Ouais, mais c'est que t'as fait mouche. Ouais, mais ils ont des moyens après. Tu vois, lui, il a une publication, un article dans un journal national. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont cette puissance-là de frappe. Justement, tu disais, la vérité, ça compte. Ouais. Les faits, ça compte. Oui. Quand on regarde, alors, nous, on regarde quasiment pas la télé, mais le peu qu'on peut voir, on n'a pas ce sentiment. Oui. Mais là, je parlais de moi. D'accord. Mais c'est quoi ta vision, toi, on va dire, du monde médiatique actuel? Mais il est complètement fou. Enfin, je veux dire, c'est élitiste au possible, fermé au possible, ignorant au possible. Vraiment, tout ce qui se passe d'intéressant, c'est toujours ce qui se passe dans les marges, toutes les alternatives. Et on voit bien que de toute façon, tout ce qui est alternatif finit par atterrir au centre et améliorer le centre. Mais ils arrivent toujours 5 ans plus tard, tu le sais aussi bien que moi. Ils vont dire maintenant, on va parler de ci, de ça. Ça fait 40 ans qu'on vous parle de ça, tu vois. Je sais pas, je pense à tout le militantisme pour la Palestine, par exemple. Ouais. N'importe qui, et moi je suis même pas une militante, n'importe qui sait qu'il y a un fort militantisme associatif en France depuis longtemps. Et là, malheureusement, suite aux événements, et qui sont, je dirais, il n'y a pas d'ambiguïté, terrible, du 7 octobre, là, l'offensive israélienne sur Gaza,
a fait que la cause palestinienne est devenue mainstream. Et qu'il y a des gens qui vont dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors que tu peux te dire, mais qu'est-ce qui se passe depuis 1948? Qu'est-ce qui se passe depuis 1948? Tu vois ce que je veux dire? À l'échelle globale. Et après, il y a une longue histoire de mobilisation française sur ce sujet. Et maintenant, il y a des gens qui vont arriver, qui vont dire, oui, c'est vrai, Gaza, les bonnes. Ouais, alors qu'ils en ont jamais parlé auparavant. Mais jamais. Est-ce qu'ils savaient? Est-ce que ça les intéressait? Est-ce que... Tu vois, c'est la colonisation. Je veux dire, la Palestine, c'est un exemple, malheureusement, comme un autre. Il y a plein de cas de palestination, de colonisation passée ou actuelle. Donc, moi, c'est ça. Dans les médias mainstream, je suis pas tellement intéressée. Il y a un truc, par exemple, Le Monde. Je lis Le Monde tous les jours. Tu vois, je lis des trucs qui m'intéressent. Mais pour moi, ils sont toujours à la ramasse, en fait. C'est pas là, si je veux avoir des infos, c'est pas là. Et aussi, pour moi, ils représentent pas du tout c'est pas du tout un Graal. Tu vois, moi, j'ai commencé à faire des médias un peu par hasard. On m'a poussé à le faire, encourager et inviter. Et c'est pas parce que je passe à la télé que je trouve que j'ai réussi ma vie. C'est pas comme ça que je le perçois. Alors que je sais que dans le regard des gens, mais même des miens, enfin, que ça a été une étape importante où les gens, ou des fois des gens même qui te calculent pas, qui vont dire, oh, je t'ai vu là, t'es intéressante. Mais moi, quand j'ai commencé à faire des médias, j'étais déjà âgée, j'avais déjà 2012. une vie. Ouais, 2012. À partir de 2012. Donc en 2012, j'ai 36 ans. J'ai une vie, enfin, tu vois. Et donc, ce que j'ai fait avant, ça compte pas. Et c'est seulement parce que là, je suis validée par. Maintenant, je suis digne d'attention. Et d'ailleurs, il m'est revenu tout récemment qu'en vérité, la première fois que je suis passée à la télé, c'est un peu différent parce que c'était pas du tout une invitation. Mais en tout cas, la première fois que je suis passée sur une caméra à la télé, c'était pas en 2012, c'était ça devait être en 2006. Et tout ça parce que j'étais partie, je pense que c'était 2006, à la première commémoration des 1 an de la mort de Zied et Bouna à Clichy. Et j'étais partie à la commémoration à Clichy-sous-Bois. Et je me souviens que je m'étais mise dans un endroit particulier, un peu en hauteur, parce que bon, il y avait du monde et tout ça, et que il y avait des caméras, des médias. Et apparemment, ce jour-là, je suis passée à la télé. Ma mère m'a dit, mais je t'ai vu au journal. Alors, je sais pas c'était quelle chaîne, et plusieurs personnes. Et donc, là, ça m'est revenu tout récemment, et je trouve ça intéressant. Je trouve ça plus intéressant que ce jour-là, enfin, sans le chercher. Je suis apparue, mais parmi plein d'autres personnes, tu vois. Mais là, c'est, ah là là, je t'ai vu à la télé. La télé, c'est puissant. Enfin, les médias, c'est très puissant. Oui. Tu vois, pour les gens. Et justement, les médias, c'est très puissant. Et les médias les plus regardés, en tout cas les plus accessibles, vont surfer un peu sur des tendances et vouloir faire aussi des ventes, de l'audimat, passer des pubs, etc. Donc on va chercher un peu la sensation, le sujet brûlant. Mais comment on fait si on veut s'informer correctement? Écoute, moi je sais que quand j'ai commencé mes études, donc j'ai fait des études d'anglais, il y a un moment quand je me suis mise à lire des journaux, ce qu'on appelle les journaux scientifiques, les publications de chercheurs. Je me souviens que la première fois que je suis tombée sur un article, sur une question, moi j'étais donc angliciste, civilisation des États-Unis. La réflexion que je me suis faite, je m'en revois très bien, j'étais à Créteil, à la fac de Créteil, je me suis dit, ah, c'est là qu'il y a la vérité. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on me raconte les États-Unis, je sais pas quoi. Je me suis dit ça. Depuis, j'en suis un peu revenue parce que, bon, on peut tout faire et tout déformer, même dans la recherche. Mais dans les médias, c'est pas tellement de leur faute. En plus, il y a des gens qui font des choses bien. Il y a des choses bien qui existent, mais il y a tellement de contraintes. Déjà, c'est des médias. Souvent, on va sacraliser la figure du journaliste, par exemple. Les journalistes, ils travaillent pas bénévolement. C'est les médias dans ce contexte capitaliste. Donc, il faut vendre. On dit toujours oui, mais c'est comme si les médias, ils étaient bénévoles et gratuits, comme s'il y avait rien derrière, comme s'il n'y avait pas d'idéologie, de ligne éditoriale. Non, il faut vendre. Et ça biaise tout. Qu'est-ce qui va attirer l'attention? Qu'est-ce qui va attirer le plus grand nombre de lecteurs ou de lectrices? Où est-ce que les gens vont cliquer?
Bah ça a des implications. Et puis on n'a pas le temps. T'es aussi un quotidien. Avant c'était juste des quotidiens. Maintenant on a des chaînes d'information en continu et on a connu ça. Avant ça n'existait pas les chaînes d'information en continu. Donc si t'as des chaînes d'information en continu, ça veut dire qu'il va falloir nourrir l'information. Il y a un impératif. Il faut qu'il se passe quelque chose puisque 24 heures on est là. Donc on va tout mettre parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Et donc ça pose la question de la fabrication de l'information. Et puis après, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on ne regarde pas, qu'est-ce qu'on traite pas, qu'est-ce qui a l'honneur d'être mis à la une et ce qui ne sera jamais regardé. Et puis qui parle, comment on parle, enfin tu vois, comment les gens sont formés. Enfin, c'est ça le système, c'est ça qui est l'aspect systémique de ces questions. Donc je sais pas moi, mes informations, je peux très bien regarder, lire des choses mainstream et puis aller regarder. Je sais que ça se passe ailleurs. En fait, ça peut pas être médieux les médias. Ça peut pas être médieux parce que je suis trop critique. Je suis trop critique et après ça n'empêche pas des gens de bien bosser, tu vois. Mais les limites, je les connais. C'est fondamentalement, intrinsèquement limité. Parce qu'on n'y est pas. Et on n'y est pas assez massivement pour influencer le fonctionnement ou même l'éradiquer, le transformer, penser à autre chose, tu vois. Mais il y a aussi cette pression économique. On est dans un système capitaliste, donc venez pas me dire c'est juste la vérité, c'est pas ça. Qu'est-ce qui t'a manqué à cette époque-là que tu essaies de transmettre aujourd'hui? Ah, donc à l'époque de mon enfance? Oui, on est toujours dans la partie. Ouais. De l'attention peut-être, de l'attention et du temps. Ouais, de l'attention et du temps. Et donc c'est une question qui me touche beaucoup, Kaina. Je suis très sensible aux enfants. Et je me dis toujours que c'est important de de ne pas faire que les voir, mais les regarder. Pour moi, un enfant, c'est comme c'est une promesse. Tu vois, c'est un être en devenir. Et tu sais pas ce que cette personne, elle va devenir, mais le devenir de cet enfant, il peut être impacté par ton interaction avec lui ou avec elle. Tu vois, moi, je me souviens de rencontres que j'ai faites ou des personnes qui m'ont donné envie, qui m'ont fait rêver. Et ça part toujours de cette impression de compter pour ces personnes. Donc, compter pour elles dans la façon dont elles t'ont donné du temps et de l'attention. Tu vois, de pas être seulement, je sais pas moi, un boulet ou quelque chose dont il faut s'occuper. Non, de se dire... Qu'est-ce qu'elle a dans la tête, Kaina? Moi, c'est pour ça que c'était en off tout à l'heure, mais que je posais des questions. Mais quand j'ai entendu le podcast, je me suis dit, qui est cette petite fille? Et qu'est-ce qu'elle va devenir? Et qu'est-ce que ça lui fait de faire ce podcast aujourd'hui? Et quel est le rapport avec son père qui est à l'antenne? Quel est le rapport avec le reste de sa famille? Si elle a des frères, des sœurs, je savais pas. Ou avec sa mère? Et qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que elle suit son père? Ou est-ce que c'est son initiative à elle? Est-ce que un jour, je sais pas, elle va grandir, s'émanciper? Est-ce qu'elle va regretter ce qu'elle est en train de faire? Ou est-ce que c'est vraiment des moments précieux qu'elle va garder toute sa vie? Et je me suis dit, j'ai aucune de ces réponses, je te connaissais pas, mais je me suis dit, dans tous les cas, je l'envie parce que elle fait une activité avec son père. Elle passe du temps avec son père, elle fabrique quelque chose avec son père. C'est quoi cette relation entre ce père et cette fille? Et ça, je trouve ça très, très, très beau. Et je trouve ça très important. Tu vois? Donc c'est ma réponse à ta question, l'attention et le temps. C'est ce que j'essaye de donner aux gens autour de moi. Je trouve que c'est important. T'as pas eu l'occasion de faire des choses avec ton père? J'ai pas eu l'occasion de faire des choses avec mon père. Ah, bon. Mais c'est une figure quand même intéressante dans ma vie. Parce que, par exemple, quelque chose sur lequel je reviens souvent aujourd'hui, c'est que mon père, il m'a encouragé à voyager. Mon père m'a encouragé à voyager, par exemple.
C'est pas quelque chose qui... Ma mère était pas trop partante, alors que mon père, oui. Et donc, je suis reconnaissante à son égard de ça. Il m'a encouragée à voyager, c'est pas rien par rapport à la vie que je mène. Tu l'as fait alors, le tour du monde? J'ai pas fait le tour du monde, mais j'ai quand même beaucoup bougé. Mais j'ai beaucoup voyagé et je continue de voyager beaucoup. Mais ouais, j'aime bien bouger apparemment. Mais je dirais que je bouge peut-être à la fois de plus en plus et de moins en moins, c'est paradoxal. Mais maintenant, j'ai moins envie qu'avant. Avant, c'était frénétique. Maintenant, il y a une petite frénésie, mais qui est liée à mes activités professionnelles. Mais de moi-même, je reste plus longtemps, je voyage pas pour rien. Je pense que c'est l'âge. Non, peut-être que tu as assouvi aussi ce besoin et que maintenant tu peux profiter et tu préfères plus... Ouais, j'essaye. T'avais pas ta deuxième question, Kaina, où j'ai fait un combo? Ah, où je croyais que t'avais deux questions différentes où tu les as posées les deux. Ah non, mais finalement, j'en pose qu'une. C'est vrai? Oui. T'es sûre? Oui. De toute façon, tu m'as l'air sûre. Je sais pas pourquoi je t'ai posé cette question. Sauf si tu veux que je pose les deux autres. Je suis curieuse. Moi, je suis curieuse de ce que t'as dans la tête. Ça m'intrigue vraiment. Bon, on y va alors. Let's go. Du coup, on aura fait la partie 1 entière, hein, quasiment. Ben voilà. Comment est-ce que tu as vécu ta double culture dans ta jeunesse? Oui, alors ça peut être un peu compliqué. Moi, j'ai grandi vraiment dans la conscience qu'on était ivoiriens, djoula, musulmans, qu'on n'était pas des Français, on n'était pas des Blancs, qu'on n'était pas comme les autres. Et c'était un peu l'état naturel. Mais cet état naturel, il se confrontait à la France, tu vois, qui existait à l'extérieur. Donc il y a eu, en grandissant, des moments un peu ambigus, ambivalents, tu vois. J'ai envie d'être française, j'ai envie d'être blanche, j'ai envie d'être normale, j'ai envie d'avoir un prénom qui n'est pas Maboula, tu vois. Sachant que pour là, ça va être la petite note un peu humoristique. Avec Maboula, j'avais les Français blancs et les Arabes sur les côtes. Je suis obligée de le dire. Aujourd'hui encore, à mon âge, il y a toujours un rebeu quelque part qui va me dire, tu sais ce que ça veut dire, Maboula? Je dis, à ton avis, t'es pas le premier rebeu de ma vie. Je veux dire, parce que Maboula, il y a le mot marboula, qui veut dire la folle. Et c'est passé en français, ce qui a donné Maboule. Donc moi, les gens me disaient, même jusqu'à mes institutrices à l'école, oh Maboula, t'es Maboule. Tu vois? Et je me disais, moi, j'en pleurais, j'en avais honte. Et j'ai demandé une fois à ma mère, pourquoi tu m'as appelée Maboula? Enfin, tu vois? Et en plus, elle m'a raconté des histoires. Mais en fait, c'était pas toi, Maboula, c'était ta sœur d'avant. Mais en fait, toute une histoire. Et ma sœur, qui est juste au-dessus de moi, elle dit, heureusement que c'est pas moi, Maboula. Enfin, tu vois? Mais donc, j'ai eu honte de ce prénom. Mais ma mère m'a dit, j'ai dit oui, mais les Arabes, ils disent que ça veut dire la folle, et tout le monde se moque de moi, et les gens, ils disent Maboula, Maboula. Ma mère m'a dit, mais on n'est pas arabe. On n'est pas arabe. Maboula, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Maboula, c'est le nom de ta grande tante. Maboula, c'est ça. Enfin, ça va pas. Et ça n'a même pas duré longtemps. Elle a dit, je veux pas entendre tes bêtises. Tu vois ce que je veux dire? T'as un nom, t'as le nom de quelqu'un, tu es l'homonyme de quelqu'un, tu es le produit, enfin, je sais pas, d'une culture, d'une lignée. Et bien sûr que t'as pas honte, que tu dois pas avoir honte. Bon, ça m'a pas convaincue super, mais aujourd'hui, je vois ce qu'elle veut dire. Et après, je me suis beaucoup approprié ce prénom parce que même dans ma famille, il y a pas beaucoup de Maboula. C'est plutôt un vieux prénom. Et autant mes sœurs, elles ont des prénoms que je retrouve chez d'autres cousines, autant des Maboula, il y en a pas. Donc j'ai commencé à me dire, ouais, Maboula, c'est moi. Tu vois, il y a juste après j'ai vu les Maboulas de ma famille et une fois vraiment complètement par hasard, j'ai rencontré une femme dans le métro et elle était avec sa fille et bref, on a commencé à discuter et il s'avérait que cette fille-là, elle s'appelait Maboula. Tu vois? Et ça m'a rassurée. Et il y a une autre chose qui a joué, c'est que j'avais une fois, quand j'étais petite, on était dehors, on jouait, et il y a ce qu'on appelait un grand, enfin c'est un mec qui devait être adolescent, mais il était plus grand que nous. Et il était, je crois qu'il était algérien, et ça m'étonnerait pas qu'il soit algérien. Il est venu nous parler, nous a demandé nos prénoms à tous et toutes, et moi je lui ai donné un faux prénom et un prénom français. Et après on s'est revus.
Et il m'a dit, il m'a rappelé par le prénom. Et je lui ai dit, non, c'est pas mon prénom, je m'appelle Maboula. Et il m'a dit, mais pourquoi t'as changé? Pourquoi t'as menti? Et j'ai dit, parce que j'aime pas mon prénom, parce que tout le monde se moque de moi, puisque j'ai vu que t'étais robeux et que ça allait être... Et il m'a dit, n'aie jamais honte de ton prénom. Tu peux pas avoir honte de ton prénom. C'est impossible. T'as pas le droit d'avoir honte de ton prénom. Tu vois? Et lui, je me souviens bien de Yazid. Je me souviens bien de Yazid. Donc voilà. Et voilà. Et en grandissant, par contre, mais aussi il y avait les tensions entre ce que tu as le droit de faire en famille, ce que t'as pas le droit de faire. Nous, on est, je sais pas, on est toujours en train de, c'est toujours non, on fait pas ci, on fait pas ça. On nous parle toujours du pays où on va jamais. Enfin, la Côte d'Ivoire, c'est devenu un peu mystérieux, tu vois. Le pays, mais le pays, je le connais pas, tu vois. Donc à un moment, j'étais un peu entre les deux. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi j'étais aussi attirée par les États-Unis, qui n'était pas ni mon pays ou de naissance, ni le pays de mes parents, et où je pouvais devenir peut-être une autre personne, ou m'inventer, me réinventer plus librement. Et je pense que ça m'a aidé à faire la paix, et avec la France, et avec la Côte d'Ivoire. Et maintenant, je suis pas du tout dans cette ambiguïté. J'accepte la Côte d'Ivoire telle qu'elle est, pour moi. J'accepte ma lignée, mon histoire. J'accepte mon côté français. Et je me dis, de toute façon, ça compte pas. Moi, les nationalités, je trouve qu'elles ont pas de sens. Moi, je suis la fille de ma mère et j'ai pas la même nationalité que ma mère. Et pourtant, c'est ma mère. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une nièce qui est née dans un autre pays, elle a une autre nationalité, et pourtant, c'est ma nièce. Et donc, dès le départ, pour moi, il y a comme j'ai deux endroits dans ma vie, l'endroit de mes parents et l'endroit de naissance, et après il y a un troisième espace où j'ai passé beaucoup de temps. Je suis allée aux États-Unis et j'y ai vécu pratiquement 10 ans. Et c'est comme j'avais la vingtaine, c'est vraiment un pays dans lequel, enfin, dans la ville de New York, où j'ai l'impression d'avoir grandi. Donc c'est un endroit très important jusqu'à aujourd'hui pour moi. Ben il y a pas à choisir, c'est tout ça qui me constitue. Tu vois, c'est tout ça. Je suis Djoula à ma manière, ivoirienne à ma manière. Quand je vais en Côte d'Ivoire, on sait clairement que je ne suis pas une Ivoirienne du pays. Mais quand je dis que je m'appelle Maboula Soumaoro et que je viens de telle ville, on sait exactement d'où je viens. Tu vois? La France, comme tu as pu le deviner, je prends un malin plaisir à dire que je suis française parce que je suis née ici, que j'ai grandi ici et que ça n'a aucune importance pour moi. C'est pas une fierté, c'est juste un fait. Tu vois, c'est juste un fait. Donc je suis française, je suis ivoirienne et je suis plein d'autres choses et il y a pas de problème en fait. Ça doit pas. Maintenant, je me dis, ça doit pas peser. Mais avant, comme j'avais l'impression qu'il fallait choisir, mes parents me demandaient de choisir. La France me demandait de choisir. Comme si il faut que tu deviennes française et que tu te tiennes comme ça, et que tu parles comme ça, et que tu manges comme ci ou comme ça. Mes parents, non, on n'est pas français, on n'est pas des blancs, enfin, tu vois. Ils me demandaient aussi de choisir d'une certaine façon. Et aujourd'hui, je me suis dit, j'ai gardé ça de la Côte d'Ivoire, je garde ça de la France. Je garde ça des États-Unis, je garde ça de tous les endroits que j'aime, et c'est comme ça sera pas autrement. J'ai pas le choix, en fait. Je sais pas si au final c'est des décisions que j'ai prises ou si c'est tout simplement l'acceptation. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis née à Paris, mes parents sont ivoiriens. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais effacer personne. Tu vois? Je vais effacer personne. Il y a des choses. Je sais pas, que je vais manger. Il y a des fois, je sais pas, je vais porter des habits. On va me dire, ah oui, ça c'est bien la Côte d'Ivoire de chez toi. Tout est remixé. Tu vois, je peux porter des pagnes. Je porte un pagne avec un t-shirt, avec des baskets. Ma mère, elle va me dire, c'est pas comme ça qu'on porte un pagne. Il faut que tu mettes le pagne, la camisole qui va avec. Non, moi c'est pagne et basket. Tu vois. Maintenant, je suis plus apaisée que je n'ai pu l'être en étant. En grandissant, tu vois, quand tu commences un peu même à t'élever socialement ou par les études, où on te dit qu'en fait, où tu ressens que l'endroit d'où tu viens, que tes origines géographiques ou tes origines sociales, faut laisser tout ça derrière. Il faut que tu évolues, faut que tu accèdes à la civilisation. Je dis non, moi dans ce nouvel espace, il y a des choses que j'aime, il y a des choses qui m'attirent, mais je vais pas renier ça. Tu vois, une anecdote qui est pour moi qui est très parlante. Je me dis un jour peut-être je vais écrire dessus. Quand j'ai fait donc moi j'ai été donc à l'université jusqu'au niveau du doctorat, qui est le plus haut niveau. Et donc quand tu rédiges une thèse de doctorat, c'est une sorte de grande rédaction avec des centaines de pages.
et tu présentes ton travail devant un jury. T'es 5, 6 personnes. Et c'est quelque chose de très formel, très officiel. Tu es convoqué, Kaina, tu es convoqué à tel moment, à tel endroit. Tu as le jury devant toi. C'est pire qu'au cœur des choses. Hein. C'est pas 2 personnes, c'est 6 personnes qui sont devant toi. Toi, t'es là et tu vas expliquer tout ce que tu as fait pendant toutes ces années. Et après, ils délibèrent et ils te donnent le diplôme. Et c'est un événement qui est public, c'est obligatoirement public. Donc moi, quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat, c'était en 2008 à l'université de Tours. Il y avait le jury, puis j'avais aussi des amis qui sont venus, ma famille qui est venue. Et des anciens étudiants qui sont venus. Beaucoup de gens sont venus me soutenir et c'était très bien. Et pour ma mère, c'était donc très important. Et je pense que pour elle, c'était mon mariage. Enfin, tu vois, il y avait un truc de ce genre. Et donc, elle me dit, OK, je vais venir à Tours pour ta soutenance. Je vais appeler tonton un tel, tati un tel, un imam. Pour éloigner le mauvais œil. Tu vois, un imam. Je dis, qu'est-ce qu'elle raconte? On va venir et tout ça. Donc, ils sont venus avec il va prier pour toi, que tout se passe bien. Et je fais à manger, parce qu'après la soutenance, il y a aussi tu fais à manger pour les gens, il y a à manger des boissons. Et puis, je vais faire un plat de chez nous. Je dis, OK, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Le plat, il n'y a pas de problème. L'imam, enfin, tu vois, tonton un tel, mais tati. Mais il parle même pas français. Ça va durer longtemps, ça a duré plus de 4h30. Enfin, tu vois, mais on est là avec toi. Tu as une famille, tu viens de quelque part et on vient représenter, tu vois. Juste avant le début de la soutenance, ma mère vient me voir et me dit, où est-ce qu'on peut prier là? Je vois tes sourcils qui se froncent. Et j'ai dit quoi? Elle m'a dit, où est-ce qu'on peut prier? Et moi, tout ce que j'étais tellement en stress. Là, je jouais ma vie. Enfin, tu vois, c'était une grosse étape. J'ai juste pu lui dire, je veux pas en parler. Tu sais, je lui ai dit, je veux pas en parler. Et je suis partie. Il y a ma tante, comme j'ai pas répondu à ma mère, il y a ma tata qui était là, qui vient me voir. En gros, comment tu parles à ta mère? On t'a posé une question. Où est-ce qu'on peut prier? J'ai dit, mais je sais pas. Enfin, qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous me racontez, vous, les Djoula, les Ivoiriens, laissez-moi tranquille, là, c'est ma soutenance de thèse. Je vais devenir docteur. Qu'est-ce que vous... Bien sûr que ma mère a pris. Bien sûr que tout le monde prie. On prie tous. Qu'est-ce que vous voulez, là, à 14h30, à l'université de Tours? Tu vois? Je les ai laissés, et franchement, j'ai pas calculé. Je sais pas où ils sont partis. Je sais pas. On a commencé, je m'installe. Madame Soumaoro, vous êtes là pour nanani, nanana. Je prépare. Et quand tu fais ta soutenance de thèse, il y a un protocole. La première personne à parler après les présentations, c'est le candidat ou la candidate. Donc, c'était à moi de faire un exposé pendant 20 minutes. Et donc, je commence à faire mon exposé, où là, j'ai vraiment l'impression de jouer ma vie. Tu sais, c'est ma vie. Ça explique tous mes voyages, toutes ces années à étudier et tout ça. Et donc, la configuration, elle est un peu comme aujourd'hui. Moi, je suis là. Vous êtes le jury, vous êtes là. Et là, il y a un écran. Parce que je projette des choses. Et derrière vous, il y a la porte d'entrée de la salle. Donc, je commence, ça fait 5 minutes que je suis en train de parler. Je vois arriver, puisque la porte, elle était, il y avait du verre. Je vois arriver ma mère, mon oncle, ma tante et l'imam, qui sont partis prier, quelque part. Mais qui là reviennent. Et ils reviennent, la soutenance, elle a déjà commencé. Donc, moi, je sais qu'ils vont rentrer. Et je sais que pour aller s'asseoir, c'est derrière. Et qu'il faut qu'ils passent devant mon écran. Et qu'ils vont m'interrompre. Ils vont m'interrompre. Tu vois ce que je veux dire? Et ils sont là, et tout le monde était sapé. Tu vois, ils étaient sapés, mais comme Jaja. Boubou, patati, patata. Kaina, si je te dis que j'entends encore le bruit, tu sais, du froissement des habits. Ils ouvrent la porte, le jury ne les voit pas. Bon, ils ouvrent la porte, ils rentrent. Tout le monde a plus de 70 ans. Personne n'est dynamique, en forme et tout ça. Ils sont à 2 de tension. Et ils passent. Et moi, je les vois venir et je me dis, comme si dans ma tête, je disais, oh my God, oh my God, oh my God. Ils arrivent, ils passent devant l'écran. Je suis obligée de m'arrêter. Et le premier, un deuxième, troisième et quatrième. Je suis obligée de m'arrêter de parler et je suis obligée de les laisser passer et d'attendre que messieurs, mesdames veuillent bien trouver un siège. Et ça met une pause dans le protocole. Et j'insiste sur cette anecdote parce que c'est comme si, à la fois, au début, quand je les ai vus arriver, j'ai dit, mais c'est pas possible. Laissez-moi. Arrêtez. Arrêtons.
tu vois, arrêtons, évoluons, arrêtez, vive la République, vive la France, tu vois. Et donc, j'étais tendue, tu sais, que j'avais envie de leur crier dessus. Et puis après, je me suis détendue, en fait. Je me rappelle, j'ai regardé le jury, et puis j'ai fait ça. Tu vois, j'ai dit, bah voilà. Après, ils se sont assis, et je me suis dit, mais tu crois quoi? Tu peux devenir docteur aujourd'hui. C'est ta mère qui est là. C'est ton oncle, mon oncle qui est là, justement, qui représente mon père. Tu vois, c'est mon oncle là qui était là, et d'ailleurs, paix à son âme, il est plus là, qui est un Soumoro, c'est mon père. Ma mère, qui m'aime tellement qu'il y a un imam. Puis ma tante, là, qui est la copine de ma mère, elles traînent tout le temps ensemble. C'est de là que tu viens. Tu peux raconter ce que tu veux, tu peux accéder à ce que tu veux. Eux, c'est tes gens. Eux, c'est ta base. Tu peux devenir qui que ce soit. C'est de là que tu viens. Et ils ont tous les droits, apparemment. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'aurais pas crié dessus. J'aurais pas dit après, mais qu'est-ce que vous avez fait? Non, j'avais l'impression de comprendre quelque chose, tu vois. Mais au départ, je voulais tous les étrangler, tous un par un, à commencer par ma daronne. Mais il n'y avait pas d'autres passages? Non. Non, il y en avait pas. Et la porte était derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... Et en plus, t'imagines, je sais pas où ils sont partis prier dans la fac, parce que c'était fin juin. C'était fin juin, la fac a été plutôt vide. Donc, ils ont dû trouver une pièce vide. Et je me disais, parce que c'est quelque chose auquel j'ai pensé, imagine, il y avait un gardien qui faisait des tours de fac, et imagine, il y a un gardien qui arrive et qui dit « On a trouvé 4 Africains en train de prier !» tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Mais je me serais battue, bec et ongle, pour mes 4 Africains qui étaient en train de prier. Si quelqu'un était venu faire un scandale, genre, je me serais battue. Et alors? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Enfin, tu vois, c'est pas genre, non, je les connais pas, tu vois? Non, j'ai pensé à cette éventualité. Et si quelqu'un avait osé dire on a trouvé 4 Africains, mais je serais morte pour eux à ce moment-là. Bien sûr que non. Vous allez pas insulter ma mère, mon oncle, cet imam-là, que je sais même pas qui c'était, et ma tante. Bien sûr que j'aurais dit c'est ma mère. C'est ma mère. Ça va pas ou quoi? Elle prie, bon, où elle veut, apparemment. Moi aussi, elle me casse la tête, mais c'est ma mère. Tu vois? Et donc, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à détailler cette histoire parce qu'elle est importante. Et aujourd'hui, c'était en 2008, tu vois. Et je m'en souviens comme si c'était hier parce que c'était un moment clé, tu vois. C'est un moment où, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est eux, hein, ils sont avec toi. C'est de là que tu viens. Tu peux aller sur la Lune si tu veux. C'est de là que tu viens. Ça sera jamais autrement. Et t'as pas le droit d'avoir honte de ça, jamais. Jamais, jamais, jamais. Bon, là, cette fois... oui, je crois que là, on va pouvoir passer à la partie 2. Ok, let's go. Donc, à quel moment tu t'es dit « Je veux consacrer ma vie à comprendre et transmettre » Je pense que assez tôt, parce que je voulais juste... Alors peut-être transmettre, c'est devenu plus tard, mais moi j'essayais de comprendre. Les choses que j'ai étudiées, c'est des choses que j'essayais de comprendre. Voilà. Tu vois, c'est pas très compliqué. Ça va pas être très long comme réponse cette fois. J'ai étudié des choses, des phénomènes que je ne comprenais pas. Et après, je me suis aperçu qu'on pouvait faire un métier de ça. Donc c'était tout bénef pour moi. Il y a des choses que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens bougent. Je comprends pas pourquoi ma famille, elle a bougé. Qu'est-ce que ça veut dire de venir de tel endroit et arriver dans tel endroit. Je comprends pas comment les choses circulent, que ce soit les religions, les spiritualités, les cultures, la musique. Moi, j'écoute beaucoup de musique. J'aime beaucoup la musique. Tu vois, les modes, tout ça. Pourquoi quand je vais aux États-Unis, on peut me prendre pour ci ou pour ça. Quand je me retrouve en Jamaïque, on me prend pour ci ou pour ça. Voilà. Si on peut en faire un métier, je vais passer tout mon temps à essayer de comprendre. Et après, transmettre, je pense que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup mes professeurs. Et je pense que je voulais être prof comme eux. Et je trouve que c'est un beau métier, l'enseignement. La structure éducative, elle est complètement l'institution, elle est vraiment très problématique et très lourde. Mais enseigner, si je me dis dans ce monde de fous qu'on a décrit tout à l'heure, si on se dit qu'on est dans une salle de cours, là, et qu'on est tranquille pendant 2 heures, et qu'on peut réfléchir, ne serait-ce que réfléchir au lieu d'agir, réagir, répondre, se protéger, avoir le luxe de se dire
oh, telle personne a écrit tel livre et on va s'intéresser à, on va déjà le lire dans son intégralité au lieu d'en parler comme ça sur la base de 3 citations. On va le lire et que chacun peut développer des outils d'analyse. Ça, je trouve que c'est un privilège ultime. Donc j'aime beaucoup enseigner parce que l'enseignement c'est la transmission et que quand tu enseignes, justement les personnes qui suivent tes enseignements, sans être trop condescendante, mais un peu dans la continuité de ce que je te disais par rapport aux enfants, tu sais pas ce que tes étudiants et tes étudiantes ils vont devenir. Tu sais pas. Donc t'as envie dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu sais pas ce qui les aura marqués, tu sais pas ce qu'ils seront ou ce qu'elles seront devenues. Et ça, j'aime bien, d'être dans la formation. Et en espérant que les gens puissent faire et devenir ce qu'ils veulent faire et devenir. Tu vois ce que je veux dire? Tellement il y a de contraintes, tellement il y a d'entraves, surtout les gens qui ont grandi comme moi. Je sais très bien ce que c'est que de vouloir quelque chose et on te dit tout le temps, partout, c'est pas pour toi. Tu vas jamais y arriver. Non, mais attends, il faut réfléchir, faut être sage. Non, faut être plus pragmatique. Tu vois? Et que toi, t'es une petite fille, comme je te décrivais tout à l'heure, qui rêve. Tu dis, non, mais moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Oh, calme-toi. Non, tu fais ça, c'est déjà pas mal. Hein, ça te fait pas plaisir? C'est bien. C'est bien pour une famille monoparentale. C'est déjà bien, t'as des diplômes, elle devient prof d'anglais. Ah non, moi j'ai envie d'enseigner à l'université. Ah non, mais alors là, ma poule, c'est difficile. Et je sais que c'est difficile. Je dis pas que c'est pas difficile et que c'est accessible à tous. Mais il y a des personnes à qui on dit pas ça. Tu vois? Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré dans les études sur les Amériques et la diaspora noire? En fait, pour les États-Unis, c'était facile. J'ai grandi. Je pense que c'est un peu moins important aujourd'hui parce que je sais qu'il y a une grande fascination pour l'Asie et la Corée, tout ça chez les jeunes, et que une de mes étudiantes l'année dernière m'a dit non mais ça c'est votre génération là, le rêve américain. Nous on n'est plus dedans. Mais moi de ma génération, c'était les États-Unis le pays, voilà, c'était Coca-Cola, McDo, Michael Jordan, je sais pas, Cosby Show, Carl Lewis. Enfin, tu vois, c'était le pays où, voilà. Donc c'était le pays, mais pour tout le monde, pour toute la France. Enfin, quand tu connais Johnny Hallyday? Oui. Voilà. Bon, quand les gens comme Johnny Hallyday, même si bon, il est belge à la base, mais c'est vraiment des gens qui ont été influencés par les États-Unis parce que souvent on nous le reproche à nous, alors qu'on a des Dick Rivers, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, enfin tous les gens qui ont pris des pseudos qui font très américains parce que les États-Unis c'était cool, tu vois. Et donc moi j'étais dans ça et en plus je pense que dans les États-Unis il y avait des Noirs et ces Noirs ils étaient pas maltraités comme les Noirs que nous on était, ou que pire, les Noirs comme l'étaient nos parents. Tu vois, c'était des Noirs qui étaient respectés. Donc les Noirs américains, on les voyait, on les adulait, c'était l'époque de Michael Jackson, enfin, tu vois, Whitney Houston, mais des superstars de malades. Donc moi, je voulais aller aux États-Unis parce que, pour tout ça, tu vois. Mais aussi parce que y avait des Noirs et des Noirs respectés. C'était pas le traitement des Africains américains, c'est pas le traitement des Africains. Et nous, les Noirs de France, on était complètement invisibles et je savais même pas que c'était un sujet d'étude possible, même si t'as les Antilles, par exemple, ou même les territoires qui se trouvent dans l'océan Indien, l'océan Pacifique, on dirait qu'ils n'existent pas. Donc moi, je voulais aller aux États-Unis au début pour ça. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est depuis les États-Unis que j'allais me retourner et sur la France et sur la Côte d'Ivoire. Ça, c'était pas prévu. Au début, je croyais vraiment que j'allais aller étudier les Africains-Américains et j'ai fait tout ce que j'avais à faire et c'était bien. Mais à partir de là-bas, j'ai commencé à me dire, mais ça veut dire quoi d'être française? Mais ça veut dire quoi d'être une enfant d'immigré? Mais ça veut dire quoi la Côte d'Ivoire pour moi? Enfin, tu vois, qui suis-je? Une vraie question existentielle, philosophique. Qui suis-je? Alors qu'au départ, je croyais que j'allais étudier les autres. Ah oui. Étudier à l'étranger, ça a changé quoi dans ta manière de voir la France? Ah, ça a tout changé, Kaina. Oh là là, mais c'est vraiment en étudiant à l'étranger que j'ai pu faire un pas de côté et, comme je viens de te le dire, me demander qui sommes-nous? Tu vois, nous en France, qu'est-ce qu'on représente? Déjà, j'ai rencontré des intellectuels immenses, des écrivains immenses que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais entendu parler. Édouard Glissant de la Martinique,
Marie Scondé de la Guadeloupe, je les rencontre à New York. J'avais jamais entendu parler d'eux, alors que c'est des monuments. Tu vois ce que je veux dire? Nos monuments de la pensée, de la littérature, de la philosophie ou de la poésie pour Glissant. Ça m'a libérée. Aux États-Unis aussi, quand je disais que j'étais française, on me croyait. Parce qu'au début, je disais, ouais, je suis française d'origine ivoirienne. Après, on me disait, ah oui, parce que je suis allée à Abidjan. Je dis, non, moi, Abidjan, je connais pas, j'y suis allée très peu. On me dit, bah alors, t'es française. Comme si je me suis dit, bah ouais, c'est vrai. Je suis française. C'est là que j'ai passé le plus de temps, c'est là que je suis née, tu vois. J'ai rencontré aussi un prof très important, Colin Palmer, qui est décédé depuis, qui m'a dit que je faisais partie de la diaspora. Et je dis, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Je dis, comment ça, je fais partie de la diaspora? Je croyais que la diaspora, elle était née de l'éparpillement, tu vois, de tous les Africains et toutes les Africaines qui avaient été déplacés et déportés dans le cadre de la traite transatlantique. Donc, comme si je me disais, encore une fois, de manière condescendante, oh, les pauvres Américains, les pauvres Jamaïcains, les pauvres Brésiliens, ils sont partis de l'Afrique, ils connaissent pas leurs origines, ils ont perdu leur culture, ils sont devenus ci, ils sont devenus ça, là, là. Moi, c'est différent. Non, moi, je suis née à Paris, d'accord, mais mes parents sont de la Côte d'Ivoire, c'est mes parents. Il y a des grands-parents, des arrière-grands-parents, on vient de telle ville, à la maison on parle djoula. Ah oui, mais tu parles pas djoula. Ouais, mais c'est pas grave, je parle pas djoula, mais c'est pas grave. Tu vois? Moi, je sais qui je suis. Mais en réfléchissant, je me dis, mais en fait, on fait tous partie, ces noirs-là, nés de la traite transatlantique ou nés du déplacement qu'on appelle post-colonial, après la fin de la colonisation. On est tous partis de quelque part. Et on a tous perdu quelque chose à des degrés différents et à des moments différents. Moi, je suis pas née en Afrique. Je peux pas jouer oui, moi, je suis une Ivoirienne, je suis djoula de tel endroit. C'est pas vrai. Je parle même pas la langue de ma mère. Je la comprends un peu, mais je la parle pas. Donc moi aussi, d'une autre façon, j'ai aussi perdu quelque chose. Je ne suis pas plus complète que les autres. Il y en a, ils sont, je sais pas moi, à 10 générations d'Afrique. Moi, je suis à une génération. Mais c'est déjà une génération. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas une Africaine du continent, c'est pas vrai. Et donc ça m'intéresse d'étudier ça. Et la France, comme si je m'étais dit, oh, ils me prennent la tête, là, à me dire, ouais, t'es française, t'es pas française. Pour être française, il faut faire ci. Pour être française, il faut faire ça. Non, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Je serai française à ma sauce. Donc les États-Unis, ça m'a vraiment... ça m'a apporté ça, le fait d'y être, mais aussi le fait d'étudier cette histoire française de loin. Et cette histoire française à laquelle j'avais jamais eu accès. Pourtant, par exemple, pour les Antilles, je connaissais des Antillais. J'ai grandi avec des Antillais, je les ai côtoyés. Mais l'histoire des Antilles, je la connaissais absolument pas. Et lire des choses sur les Antilles, lire de l'histoire sur les Antilles, analyser les cultures des Antilles et tout ça, et ces outils analytiques, ces outils universitaires, tu vois, académiques, c'est aux États-Unis que j'ai appris tout ça. Toute ma formation universitaire, franchement, c'est aux États-Unis que ça a compté. Tout ce que si j'ai quelques capacités aujourd'hui, c'est aux États-Unis que je les ai acquises. Ces capacités, c'est pas en France. Et je pense que je suis devenue plus intéressante au moment où je suis partie aux États-Unis. Si j'étais pas partie, je sais pas qui je serais devenue. Si j'avais cru à tout ce discours français, je sais pas. Moi, je trouve que je serais moins funky, mais c'est que mon avis. D'accord. Oui, j'aimerais juste dire un truc. Ouais. C'est pas du tout en rapport. Ouais. Mais c'est par rapport à une question que je t'avais posée un peu avant. Ouais. Tu m'avais dit que tu avais donné un faux prénom à Yazid. Ouais. Tu te souviens? Ouais. Mais quel prénom tu lui avais donné? Je lui avais dit Corinne. Ah. T'imagines déjà. Le choc Déjà. des décennies plus tard quand notre amie Corinne. Souvent, quand j'étais petite, je disais Corinne ou Hélène. C'est joli. J'aime bien. Ouais, c'est joli, tu vois. C'est joli et ça faisait blanc. Tu vois, ça faisait normal. Ça faisait petite fille que moi j'étais pas et que je rêvais d'être à l'époque. Tu vois. Donc c'était soit Corinne, soit Hélène, c'est sûr. Quel message tu veux donner aux enfants de mon âge? J'ai 10 ans. T'as 10 ans? Oui. Qu'est-ce que t'es fraîche? T'as 10 ans? Merci. Si tu veux, bon, merci, t'es pas obligé. Là, c'était un constat. T'as 10 ans. Oui, c'est ça. Je sais pas si j'ai des conseils à te donner. J'ai des souhaits pour toi, mais je sais pas si je peux me permettre de te donner des conseils. Mais je te souhaite
toute la liberté du monde. Voilà. Je te souhaite de faire et de devenir ce que tu veux devenir, ce que je disais tout à l'heure. C'est ça que je te souhaite. Vraiment, je te souhaite de garder l'esprit ouvert. Je te souhaite de toujours te poser des questions, même et surtout quand les questions elles sont difficiles. Je te souhaite de défier ce qu'il y a à défier. Je te souhaite de t'affirmer. Je te souhaite de respecter ce qu'il y a à respecter et de rompre avec ce avec quoi il faut rompre. Tu vois, de t'imposer, de surmonter les tensions, de surmonter les désaccords, même quand... Je vais pas faire peur à ton père, tu vois. Même quand ça vient des tiens. Parce que les tensions, elles passent et que je pense que l'amour, on peut faire beaucoup. Tu vois, et que je te souhaite de devenir un individu au sein de la famille dont tu viens. C'est-à-dire que tu viens d'une famille aussi, mais que Kaina, elle existe aussi. On va voir ce que Kaina va devenir. Mais de manière libre. Qu'est-ce que tu vas garder de tes 10 ans, en fait, et de des années qui ont précédé, tu vois? Il y a des choses que tu vas garder, que tu vas aimer, que tu vas chérir. Puis il y a des choses que tu vas oublier, que tu vas laisser de côté, que tu ne vas pas aimer. Tu vois? Mais que ça se fasse dans le plus paisiblement possible et dans la plus grande des sérénités. Tu vois, j'espère que tu pourras devenir ce que tu veux devenir, mais pas seulement dans l'affrontement et la tension. Moi, j'ai le souvenir d'avoir dû me battre contre ma famille. Tu vois, de faire plein de choses que je devais pas faire. Et qu'à chaque fois, il fallait rassurer, prouver ou dire, ben, je vais le faire quand même. Alors, je te laisse imaginer les situations. Mais au final, je regrette pas, tu vois. Donc, je te souhaite une longue vie déjà. On veut 10 ans, plus 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 10 ans, tu vois. En bonne santé et dans le bonheur, la joie et l'amour. Voilà. Je te conseillerais peut-être de faire attention. Enfin, quand je dis faire attention, garder les yeux ouverts, de comprendre ce qui se passe, de comprendre comment les choses marchent pour pouvoir t'en sortir. Il faut comprendre, nous on dirait aujourd'hui le game, faut comprendre ce qui se passe, faut pas être naïve et de trouver des solutions sans trop souffrir. Je sais pas, hein, Kaina. Moi, je te souhaite de grandir. De bien grandir, quoi, d'être contente et peut-être le dernier conseil faut bosser. Faut bosser. Faut pas se tuer à la tâche. Faut pas trop bosser. Moi, j'ai l'impression que j'ai trop travaillé des fois. Faut pas se tuer à la tâche, mais quand même, faut transpirer un peu, tu vois. Oui. C'est, quand même, faut bosser. Faut charbonner. Faut charbonner, tu vois, faut charbonner un peu. Tu vois, t'es pas obligé de charbonner comme une ouf. Mais il y a des choses, faut bosser, hein. Tu bosses sur ton podcast. Tu sais ce que c'est. Voilà. On fait les choses sérieusement. Quand même, ça compte. Le sérieux, ça compte aussi. Oui. Et t'amuser. Ah oui. Oui, toujours, t'inquiète pas. Ça, c'est prévu. Ok. Parce que le reste, ça n'était pas? Bah, si. Si. Je te taquine. Donc, comment on fait pour rester soi-même quand on veut nous mettre dans des cases? On résiste. Comment on fait? Je sais pas. Moi, il y a plein de choses que j'ai faites. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas l'impression toujours... C'est pas toujours que j'ai l'impression d'avoir fait des choix. C'était pas des choix. Pour moi, c'était la seule voie. Je pouvais pas le faire autrement. Tu vois, comme pour les études, j'ai fait un doctorat, mais j'ai fait un doctorat uniquement sur un sujet qui m'intéressait. Si j'avais fait le bon doctorat sur le bon sujet qui était acceptable, j'aurais pas pu faire. Ça demande tellement d'énergie, tellement de travail, que je peux pas donner autant d'énergie et de travail à quelque chose qui ne me tient pas à cœur. Donc comment on fait? On est têtu. Faut être têtu. Ouais, faut être têtu. Déterminé. Et puis croire. Faut avoir un petit peu de confiance en soi ou de folie. Peut-être c'était de la folie aussi. Mais je pense que le truc que tu sens,
Tu sais, t'as une intuition. Je t'ai pas dit t'accrocher à toutes tes intuitions. Des fois, on a tort. Mais des fois, t'as un petit truc où tu te dis non. Il faut être courageuse. Il faut être courageuse. Surtout quand tout le monde te dit ça va pas, les cases, elles vont pas. Si la case, elle te va, il y a pas de problème. Mais la case, elle te va pas. On te dit des choses, ou on te dit que toi, tu es quelque chose, ou on te dit que ça existe. Toi, ta vie, ton expérience te montre que non, j'ai vu. C'est pas quelque chose que j'invente. C'est pas quelque chose que je fantasme. Je connais telle personne, il ou elle est comme ça. Je connais telle autre personne, il fait ci et ça. Et vous me dites que c'est pas possible. Bah, si vous me dites que c'est pas possible, ou même des choses par rapport à moi, c'est comme si vous me disiez, je n'existe pas. Mais moi, j'existe. Moi, je veux dire, Hélène, Corinne et Maboula, on existe toutes. tu vois? Oui. Donc, je sais pas, faut être un peu libre dans sa tête, quoi. Se dire, oser un peu défier. Mais pas défier juste pour défier, juste dire, non, j'y crois, je le vois, c'est tout. C'est même pas un débat, hein. C'est des histoires pour eux, pas pour moi ou pas pour nous. Tu vois, c'est leur problème, ces cases-là. C'est pas mon problème. Je refuse que ça soit mon problème, cette case. Si elle ne me convient pas. Tu vois ce que je veux dire quand je dis ça? La case qui a été inventée, qui a été définie, et qui a l'air de compter pour certaines personnes, c'est leur problème à eux. C'est pas, je vais pas me plier, c'est pas mon problème, c'est votre problème à vous. Tu vois, je vous rends le problème, c'est pas... C'est comme ça. Ça me regarde pas, en fait. C'est pas mes affaires. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi plus tard? Oh, que j'étais drôle. Voilà. Ça, on confirme. Oh, t'inquiète pas. Je le retiendrai, moi. Merci, Kaina. De rien. Avant de passer aux questions en vrac, on aimerait juste te dire quelque chose. Oui. Avant-hier, avec papa, on s'est dit qu'on allait regarder un film. Ouais. Donc, on a cherché et tout, on trouvait pas. Et après, papa, il a cherché Jean-Pascal Zadi. Donc, on s'est dit, autant regarder un film de Jean-Pascal Zadi. Mm-hmm. Donc, on a loué Tout simplement Noir. Mm-hmm. Et dans le début, on t'a vu. Mm. Et t'étais en train de dire à Jean-Pascal Zadi, j'ai noté précisément ce que t'as dit. Tu lui as dit, c'est pas drôle ce que vous faites, c'est même indécent, c'est stupide. Ouais. C'est dans le début du film. Il t'a plu, le film? Oui. C'était drôle? Oui. Mm-hmm. En fait, à chaque fois, il va voir quelqu'un pour qu'il le soutienne, mais il s'embrouille avec lui, donc il le soutient pas, quoi. Ouais. Il y a que Farid qui l'a soutenu. Oui, et en plus, il y a des moments où c'était un peu chaud. Il lui a dit, sors de la voiture. Après, il a dit, mais c'est même pas ta voiture. Donc, vas-y, il démarre. Ouais. Donc, voilà. On peut passer aux questions en vrac. On peut passer aux questions en vrac. Et moi, j'aime beaucoup Jean-Pascal Zadi. Je croyais que c'était indécent ce qu'il faisait. Oui, mais parce que c'était En fait, il m'a invité à jouer mon propre rôle. Ah, donc c'était pas vrai? Non. Ah, d'accord. Non. Et c'était, on va dire, l'exercice. Parce que en plus, j'étais très nerveuse et on a fait la scène plusieurs fois. Enfin, c'était horrible pour moi. Il fallait que pour lui, voilà, il m'a dit, il faut que tu joues ton propre rôle. Et donc là, tu vois, donc lui, il jouait une sorte de noir enchaîné comme si c'était un esclave. C'était à Bordeaux. Et pour faire prendre conscience de l'esclavage, mais de manière complètement inappropriée, tu vois, ça convenait pas. Et donc, moi, qu'est-ce que je lui dirais si je tombais sur un mec comme ça dans la rue qui jouait à l'esclave comme ça? Et donc, je me suis dit, je lui dirais que c'est indécent, que c'est stupide. Mais il y avait aussi le trac. Enfin, et après, quand il y a toutes ces caméras autour de toi, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et comme on se connaît, il m'a juste invité à jouer mon rôle dans ce petit film. Enfin, dans ce petit extrait de ce qui n'est pas un petit film. D'accord. Donc, alors, on va pouvoir commencer les questions en vrac maintenant. On y va. Allez. Donc, toi, tu sais ce que c'est? Oui, n'est-ce pas? Oui. Et c'est pas grave. On va quand même réexpliquer pour les auditeurs. Mm-hmm. Donc, les questions en vrac, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, c'est la dernière séquence, c'est notre séquence rituelle qu'on fait à chaque fois. C'est des questions qui sont pas dans certaines parties, qu'on n'a pas classées,
qu'on a juste trouvées, qu'on a mis dans les questions en vrac, qui sont des fois pas vraiment en rapport avec ce que tu fais, mais des fois qui peuvent l'être. Et donc, voilà, c'est libre. Tu réponds et tu réponds. Voilà. Tu réponds tout ce que tu veux. Tant que tu réponds, ça nous va. D'accord. Donc, alors, si tu pouvais écouter une seule chanson en boucle toute ta vie, ce serait laquelle? Là, ça c'est une seule. Une, en boucle. Une. Oh, mais ça dépend des moments, ça, Kaina. Oh là là. Une. Au pire, choisis-en 2 si tu veux. Mais il m'en Une faut exception 200. pour toi. Une exception pour moi, merci, Kaina. Une ou 2. Comme tu veux. Alors, je sais pas, j'aime beaucoup... Juste avant de venir, voilà, je vais me baser sur... Juste avant de venir, j'écoutais Prince. J'aime beaucoup Prince. Ce serait une chanson de Prince, me dis pas laquelle. J'ai une... J'aime beaucoup Bob Marley. Mais même de manière, je veux dire, stéréotypique. J'aime beaucoup Bob, donc ce serait une chanson de Bob. Mais ça pourrait être... oh là là. Ça pourrait être Björk. J'aime beaucoup Björk. Il y a une chanson de Björk qui s'appelle Unravel, que j'écoute souvent. Quand je l'écoute en boucle. Voilà. On va dire que c'est Björk qui a gagné. Mais ça pourrait être tellement de... oh là là. Ou du Midnight. Il y a un groupe de reggae que j'écoute, j'aime beaucoup le reggae, qui s'appelle Midnight. Et ils ont beaucoup des chansons très longues et tout ça. Je pourrais... surtout les lives de Midnight. Quelle histoire. Je peux pas répondre à ta question. C'est pas grave. C'est pas très grave. C'est quoi le plat qui te rappelle ton enfance et qui te met direct le sourire? Oh, mon enfance, ça va être, je sais pas, les alocos. Tu sais, les bananes plantains frites. Riz, sauce graine, foutou banane, sauce feuille, ce qu'on appelle sauce feuille. Ça me rappelle mon enfance. On a des beignets aussi, les boflotos, et d'autres beignets dont j'ai jamais appris le nom et qui sont faits avec du jus d'ananas et tout ça. Ça me rappelle ça, c'est l'enfance. Ouais. Le fi, on a un riz spécial qu'on appelle le fi et des fois, comme il y avait de la tomate, il était, pour moi, il était rose quand j'étais petite, donc je disais à ma mère que j'aimais le riz rose. Voilà, ça me rappelle mon enfance. D'accord. Tu es plutôt team café ou team thé? Team... la réponse. Team thé. Moi aussi, je suis team thé. Ouais. Le café, en plus, c'est même pas bon. C'est bizarre, le café, parce que oui. J'aime pas le goût. Des fois, plus. j'en bois quand j'en ai besoin. Quand t'es prête à tout pour rester éveillée, je bois du café. Mais j'adore l'odeur du café. Je trouve que ça sent hyper bon et j'aime pas le goût. Mais j'aime pas le boire, alors que les pâtisseries au café, j'aime beaucoup. C'est bizarre, hein? Moi, j'aime ni l'odeur, ni le goût. Ni l'odeur, ni le goût. Non, moi, non. éclair au café, c'est mon éclair. Les desserts où il y a du café, j'aime beaucoup. Tiramisu. Mais le boire, c'est une galère, ouais. Pas chaude. S'il fallait choisir, soit vivre au bord de la mer, soit en plein cœur d'une grande ville... La mer. La mer? Ah, moi, je suis une amoureuse de la mer. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de... La mer gagne à tous les coups. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux au monde? Près de la mer. Ah. Près de la mer. D'accord. J'aime la mer. J'aime l'eau, j'aime le bruit de l'eau. Donc n'importe où tant qu'il y a de la mer. J'étais en vacances à la mer, même cette année. Voilà. D'accord. Alors attends, excuse-moi, mais la mer, j'aime la mer... la mer, l'eau? Oui, bien sûr. Non, mais je voulais dire, j'aime les eaux translucides, tu vois. Je suis pas très mer du Nord, quoi. Oui, ok, oui, je vois. Si tu n'avais pas été chercheuse et prof, tu aurais aimé faire quel métier? Je ne sais pas. Quand tu étais petite, tu voulais faire chercheuse et prof? Je me rappelle que quand j'étais au CE1 un jour, j'avais dit que je voulais devenir médecin humanitaire. Tu vois, pour aller sauver les petits-enfants en Afrique. Je crois que c'était complètement de l'aliénation, enfin, de ce que je voyais. Ça a pas de sens. Très tôt, j'ai voulu être prof. Très tôt. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Journaliste?
Peut-être, mais ils sont trop speed, les journalistes. C'est trop... Ils sont toujours pressés, là. Il faut toujours produire vite. Et puis, il y a une question d'âge, maintenant. Aujourd'hui, juste écrire, ça m'irait. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un projet secret ou un rêve fou que tu aimerais réaliser un jour? Je peux pas, mais j'en ai. D'accord. Comme tu veux. C'est toi qui Quand décides. on se recroisera, s'il se réalise, je te dirai, ça s'est produit et ça faisait partie de mes rêves secrets sur lesquels tu m'as interrogé quand on s'est vu. D'accord. D'accord? Promis. Pour toi, c'est quoi être au cœur des choses? Au cœur des choses. Oui. C'est être à la base. C'est être au fondement. C'est être dans le fondamental. Dans le fondamental, c'est être dans la profondeur. Ça peut être aussi être au centre. Mais au centre, pas seulement au centre de ce qui importe le plus. De ce qui importe le plus. C'est ce que je vois pour être au cœur des choses. Être au cœur des choses, c'est quand ça rigole pas, quoi. Quand on y est, on plonge, on y va. Hein. C'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Enfin, moi, je suis plutôt... c'est ce que je préfère. Et je dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais c'est ce que... J'aime bien le cœur des choses. Et ça, je peux être peut-être assez chiante avec ça, mais c'est comme ça que je suis. J'aime bien les vrais trucs. D'accord. Bon, maintenant, malheureusement, on approche de la fin, donc Ouais. c'est déjà l'avant-dernière question. Ouais. Donc, normalement, tu as eu le temps de réfléchir parce qu'on t'a dit avant. Mais j'ai pas du tout réfléchi, Kaina. On a discuté à bâton rompu. Eh bah, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Bon, je pense qu'on va commencer plutôt par la musique. Donc, est-ce que tu pourrais nous recommander une musique comme générique de fin pour ton épisode à toi? Comme tu nous as parlé de beaucoup de musique et de beaucoup de chanteurs, je pense que ce sera un peu plus facile. Allez, on va prendre Midnight. Et le titre s'appelle... ça s'appelle Shout That. Shout That. D'accord. Et du groupe De Midnight. C'est un groupe? C'est un groupe. Ah, ok, d'accord. Bon. Ça nous va. C'est super. Donc, maintenant, la dernière. Est-ce que tu peux faire pareil, mais avec un invité? Nous recommander un invité? Comme je suis en train de la lire en ce moment et qu'elle va sortir son livre à la rentrée, je vais dire Fatima Das. Non, connais pas. Je connais pas. Son premier roman, qui est sorti en 2020, s'appelait La Petite Dernière. Non. Et, Elle est passée déjà chez Kira. Ouais, ça me dit quelque chose, mais je connais pas. c'est pas grave. Tu dis quelque chose parce que Nadège Erika avait hésité entre deux personnes. Ah, Et elle faisait partie. Elle a dit, je sais que quelqu'un va vous la recommander. Donc je vais dire la deuxième personne. d'accord. Tu vois, elle s'est pas trompée dans la foulée. Ouais, on va dire Fatima Das, au cas où. Mais évidemment, il y a 1000 autres personnes que j'ai en tête de recommandations. Mais tu choisis Fatima Das. Parce que j'ai son livre dans mon sac Ah, et que je suis en train de la lire. Est-ce que tu veux pas faire une autre exception pour Maboula? bon, allez, d'accord, vas-y. Tu peux en choisir une autre, mais une seule. Ben, c'est un ami à moi qui s'appelle Fabrice Tarot et qui est danseur chorégraphe et qui est un ami déjà très cher et qui, je trouve, qui est un homme qui se pose des questions. J'aime bien ce qu'il fait dans sa vie et dans son art. Voilà. Super. Et son nom de danseur, c'est Pika, P-I-K-A. Ben, je vais noter. Ok. Ouais. Eh ben Maboula, en tout cas, merci du fond du cœur pour ce cadeau que tu nous as fait, tout ce que tu as pu partager avec nous, d'être venu aussi déjà. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec toi et il y a pas mal de réponses très émouvantes quand même. Et vraiment merci pour ce cadeau. Voilà, Merci ça a été beaucoup. un honneur de te recevoir. Merci beaucoup, Samy. Merci beaucoup, Kaina. Et l'honneur est partagé. Vraiment, je pense que ça a été émouvant pour moi aussi. Parce qu'il y a Kaina aussi, pas pour dire que Samy ne sert à rien. Mais moi, je suis là pour créer des conditions. Ouais, mais que les questions que tu poses, elles remuent, en fait. Et comme je suis dans une phase où je repense à plein de choses, liées à l'enfance aussi, enfin, tu vois, et que toi, t'y es. Donc, on a l'enfance en
en face de soi, ça crée comme des obligations de, je sais pas, de transparence et de vérité, si t'as pas envie de manipuler justement un enfant, ou que t'as pas envie de mentir à un enfant, ou que t'as pas, je trouve qu'il justement faut être très adulte face à un enfant. Tu vois, et je pense que c'est ça. Donc merci pour les questions, merci pour le travail préparatoire, merci pour l'accueil et les cadeaux. De rien. Et merci à Karim pour le beau studio. Et Baya aussi. Et Baya? Faut pas oublier Baya. D'accord, mais qui est Baya? C'est son associé. D'accord, mais comme je l'ai pas rencontré, c'est pour ça que... Non, parce que des fois c'est Baya qui est là, des fois c'est lui. D'accord, Baya... Mais là elle est en vacances. Donc, Voilà, Baya, merci à Baya aussi, que j'aurai plaisir à rencontrer quand l'occasion se présentera. Eh ben, merci à toutes les deux pour ce beau moment d'échange. Merci Maboula. Merci à vous. Merci. Merci. Who like them want to defend that? Long time them deep want keep that. Musical keys and a natty gel lock. Wicked dirty hearts stay back. Hey, hey, nastiness and black. Pass them go round the track. Hey, hey, them have the eyes of the currency stock. Hey, eyes of the currency stock. Just a black. Bless us sound and sound the black. Shout that. Give thanks for life a lot. Shout that. Give thanks to life a lot. Shout that. Praise Jah for life a lot. Yeah, yeah. Appreciate the season, but